Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre de ce webinaire dédié à la thématique de la facturation électronique. On va être ensemble pour environ 30-35 minutes de présentation avec un petit temps de questions-réponses à la fin. Vous pouvez d'ores et déjà nous adresser vos questions dans le chat et nous reprendrons effectivement les plus génériques en fin de session. Si vous avez des questions personnalisées, nous vous recontacterons ultérieurement. Donc, je suis Aymeric Martin, je suis responsable consulting chez Hello Digital Office et nous allons discuter aujourd'hui, bien sûr, de la réforme de la facturation électronique qui va être mise en place en France en septembre 2026. Avec, je suis accompagné de Nicolas Saudemont de Yopol. Bonjour à tous, je suis directeur commercial et un des fondateurs de la société. Voilà, alors on peut le dire d'ores et déjà pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Effectivement, Yopol, c'est une PDP, on dit anciennement PDP, maintenant on parle de PA. On va revenir sur ces acronymes et sur ce vocabulaire et sur ces modifications, car l'objectif, c'est de regarder ce qui s'est passé lors des derniers mois et puis se projeter concrètement sur les prochains mois en France et en Europe. Ça sera ça en fin de présentation. Je vérifie dans le chat que voilà, il n'y a pas de message sur j'ai l'impression que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien et a priori que vous voyez le support de présentation. On commence donc avec, le sommaire. Donc, petite introduction, comme je vous l'ai dit, on va revenir vous présenter la nouvelle terminologie et les nouveaux termes et donc les nouveaux acteurs, qui sont entrés dans le cadre de cette réforme. Je pense à des acteurs, dans le domaine de la gouvernance notamment pour piloter, la mise en œuvre, heu, de la réforme. On va revenir sur la complémentarité de ce qu'étaient autrefois les PDP et les OD. Alors maintenant, on parle de PA et solutions compatibles. Donc toujours pareil pour bien comprendre la distinction entre les deux et qui sont des types d'acteurs qui sont non pas en opposition mais en complémentarité. Ensuite, les retours d'expérience sur la France et puis ce qui va arriver dans les prochains mois, comme je l'ai dit, et jusqu'à des perspectives en dehors de nos frontières. Alors, on va vraiment maintenant plus vraiment se présenter. Donc, Hello Digital Office, nous sommes un éditeur de logiciels de gestion de contenu d'entreprise. C'est-à-dire on propose une plateforme de GED Workflow. On parle aussi de ECM, Enterprise Content Management. Et puis, sur cette base-là, effectivement, on adresse des métiers, des solutions métiers et un exemple typique d'utilisation d'Hello chez nos clients, c'est la dématérialisation de factures, la dématérialisation de votre processus de facture fournisseur bien souvent. Et donc, à ce titre, nous avons sur le marché la position de solutions compatibles qu'on va définir juste après. Maintenant, Nicolas, je te laisse présenter Yopol. Nous sommes Iopol, une société un peu plus jeune que Hello. Nous avons été créés il y a 3 ans, enfin on a créé la société il y a 3 ans et notre objectif, c'est de répondre aux besoins de réforme pour les éditeurs de logiciels. Donc on a ce statut PDPPA pour ces personnes-là, donc ça va vous permettre directement d'avoir, ce qu'il faut dans vos logiciels sans avoir à changer de logiciel, voilà. Et on est basé près de Montpellier, à Pérols, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc sur heu, Hello, effectivement, je l'ai dit, sur la base d'un socle GED Workflow qui permet a priori, d'adresser tout type, de besoins autres que la facture. Heu et bien, vous allez pouvoir donc dans la solution qu'on propose, effectivement, il y a, on le verra par la suite, des solutions, de workflow de facture. Je je vais vite, sur ce point car ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous effectivement, introduire les nouveaux termes qui sont apparus. C'était dans le courant de l'été, je pense que c'était vraiment pile, à fin juillet qu'on a su effectivement que désormais il fallait, ne plus dire PDP. Donc vous étiez habitué à cet acronyme PDP qui voulait dire plateforme de dématérialisation partenaire. On parle maintenant de plateforme
agréés. Donc, il s'agit toujours de prestataires qui offrent des services de dématérialisation des factures. Donc, ce sont toujours des prestataires qui vont être immatriculés par l'État, ça c'est vraiment très important, et qui vont avoir pour rôle de, d'émettre et recevoir des factures sous le format électronique, donc sous les fameux formats envisagés par la réforme, d'extraire les informations pour les restituer effectivement aux autorités. Et puis, il n'y a pas que les factures, il y a aussi les informations de paiement et également les informations des factures internationales. On parle là de e-reporting. Donc, c'est pour ça qu'on parle des données de transaction et de paiement. Ensuite, il y avait sur le marché les opérateurs de dématérialisation. Donc, on parle maintenant de solutions compatibles. Ces solutions compatibles ne se suffisent pas en elles-mêmes pour envoyer, recevoir des factures. Donc, elles doivent nécessairement s'interfacer avec une PA. Pour autant, ces solutions, elles sont la plupart du temps déjà présentes chez vous. Donc, elles ont une variété de fonctionnalités, mais à retenir qu'elles ne sont ni immatriculées ni référencées par l'État. Ensuite, ça c'était déjà il y a un an, donc l'appellation PPF, portail public de facturation, perdure. Néanmoins, le rôle de PPF qui se proposait initialement de pouvoir émettre et recevoir, enfin envoyer et recevoir des factures, donc c'était même prévu ça de manière, donc avec un socle minimum de manière gratuite. Donc ça, l'État a abandonné ce rôle pour le PPF qui maintenant se limite à administrer l'annuaire. L'annuaire, c'est donc l'ensemble, le recensement de toutes les entreprises françaises avec l'APA ou la ou les PA qu'elles auront choisi. Et puis, c'est, vous l'avez compris, le portail public qui concentre les données de facturation et qui va lui-même les transmettre à l'administration fiscale. Maintenant, on va parler des nouveaux acteurs dans le domaine de la gouvernance. Alors, je vais revenir sur ce schéma après, et puis je te laisse la parole, Nicolas. Attends, je réponds juste à Karine qui dit qu'elle n'entend rien, qu'elle n'entend rien. Je sais pas si les autres vous nous entendez, je suppose que oui. Alors, la gouvernance. Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, ça a été un peu clarifié, avant l'été, là, depuis le début de l'année. Donc on a une commission d'administration qui est au niveau de la DGFiP et de l'AIFE. Donc la DGFiP, je rappelle, ce sont les impôts. L'AIFE, c'est l'Agence informatique financière de l'État, donc c'est ceux qui pilotent les projets informatiques de la partie des impôts, pour faire simple. Donc ils ont cette commission en interne qui pilote la commission AFNOR et l'autorité de PayPal. Donc quels sont leurs travaux? En gros, c'est très simple, c'est de fixer les grandes orientations. Donc typiquement, on a des sujets très concrets, la portabilité, l'interopérabilité et l'équilibre concurrentiel. Alors l'équipe concurrentielle, ils veulent pas le fausser, donc ils font tout pour que, s'il y a des nouveaux entrants sur le marché, ils aient les mêmes conditions que les autres. L'interopérabilité, c'est le fait qu'on parle tous les uns avec les autres, donc on puisse échanger et donc peu importe l'acteur que vous ayez sélectionné comme, PA, qu'il puisse parler avec tout le monde, donc émettre et recevoir vos factures en bonne conformité. Et la portabilité, c'est pour vous, vous offre la possibilité, comme pour la téléphonie mobile ou la banque aujourd'hui, vous l'échangez, c'est automatisé. Et donc ça, c'est un grand sujet aussi pour l'administration publique. Donc voilà, c'est eux qui fixent ces orientations, ces grands thèmes et ces grands sujets. Et généralement, c'est retranscrit ensuite dans la loi. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Et donc ça suit l'ensemble des travaux des groupes. Donc derrière, en dessous, peu importe comment on veut le positionner, on a deux groupes bien distincts. Alors je vais commencer par celui de droite, c'est la commission AFNOR. Donc ça, c'est sous l'égide de l'AFNOR. Il y a un président qui a été nommé et une vice-présidente. Donc le président, c'est Cyril Sautreau de la FNFE, entre autres. Et donc le but, c'est de spécifier le socle commun. Donc, socle commun, c'est quoi? Ce sont les formats de facture, les profils qui vont avec, parce que suivant les formats, on n'a pas les mêmes profils, donc on n'a pas le même nombre d'informations attendues. Typiquement, entre un profil basique dans une facture
Donc comme vous savez, il y a 3 formats de facture, ça je vais pas le redire, hein, facture X, UBL, C2I et dedans il y a différents profils. Et donc entre le profil basique où vous avez une trentaine d'infos et les profils étendus sur lesquels on travaille en ce moment, qui répondent à des spécificités françaises suivant les secteurs, on va passer à 200 et quelques infos dans une facture. Donc voilà, ce sur quoi concrètement ils travaillent. Il y a des cas d'usage B2B, donc ça c'est des cas d'usage qu'on connaît tous, qui sont là depuis le début. Il y en a 36 et plus, parce que enfin, il y a 36 numéros, mais il y a des bis des fois. L'e-reporting, donc ça c'est un vaste sujet aussi avec, autour des logiciels de caisse, les API standardisés et ainsi de suite. Donc la commission participe aussi à représenter la France dans les travaux de normalisation internationaux. Et donc là, c'est de se faire entendre pour faire évoluer, alors pour ce qu'on appelle les évolutions extended, donc tout ce qui est propre à la France, pour que ça devienne la norme ailleurs, pas qu'en France. Donc on travaille pas mal main dans la main avec les Allemands. Et ensuite, ils publient les résultats des travaux. Donc typiquement, hier, la commission AFNOR s'est réunie en plénière. En plus des sous-groupes, il y a plein de sous-groupes qui font des réunions. Et donc la plénière a validé certains éléments. Et donc là, d'ici le 31 octobre, c'est un petit peu décalé, on aura la prochaine version des éléments. La dernière version datée du 31 juillet, si je dis pas de bêtises. Euh, Ok. Attends, il y a des gens. Ah, c'est automatiquement muté. Oui, Nicolas, enfin, Ça fonctionne, ok. ouais, ouais. Ensuite, il y a l'autorité PayPal France. Donc là, le PayPal, c'est quoi? C'est un réseau qu'on utilise qui est pas propre à la France, qui est européen à la base, qui est utilisé de différents coins du globe. Et l'avantage de ce réseau, c'est qu'il permet de se connecter. Vous avez un logiciel qui se connecte pour le compte d'un client et qui permet d'atteindre n'importe qui sur le réseau. Vous n'avez pas à vous connecter en point avec tout le monde, vous êtes connecté à l'ensemble des gens qui sont connectés au réseau. Et donc, en fait, on a une autorité globale et là, la France a décidé d'avoir une autorité française sous l'égide de la DGFiP et donc ils vont pouvoir ajouter, des contraintes supplémentaires aux points d'accès, français. Typiquement, une des contraintes, c'est qu'ils ont décidé que le point d'accès devait être dans le cloud souverain. Bah, pourquoi? Bah, on le sait bien, pour pas que ce soit les Américains ou les Chinois, qui aient accès à la donnée et donc ça reste, sur du cloud français sécurisé. Voilà, comment ça s'organise. Très bien. Si on revient à la genèse de pourquoi PayPal est arrivé en France, c'est que les PA ont pour contrainte d'être interconnectés, enfin, avec toutes les autres. Et donc effectivement, soit on laissait le marché, eh bien, enfin, ou les partenariats technologiques se faire 2 à 2, parce que vous pouvez prendre effectivement un temps très très long. Donc là, clairement, il aurait été compliqué d'être au rendez-vous, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de PA candidates. Ou soit émergeait un consensus de format d'échange entre PA. Et c'est pour ça que effectivement PayPal, qui était déjà existant et qui a déjà fait ses preuves, donc, est apparu. Voilà et Il ça va sert, vas-y, ouais. Et ça va de le sens de l'équipe concurrentielle, c'est-à-dire que s'il y a des nouveaux acteurs sur le marché, bah, comme on doit être connecté à tout le monde, ils sont pas empêchés de rentrer sur le marché, ils peuvent se connecter à tout le monde en une seule connexion. Donc typiquement, enfin c'est peut-être dur à comprendre parce que c'est assez technique, mais c'est vraiment dans le sens du client final, de pouvoir avoir plus de concurrence et de concurrence équilibrée, et donc d'avoir des services, différents services avec différents prix, différents coûts, et dont certains qui sont même gratuits bien sûr, ou qui ont des offres freemium. Ok. Alors je reviens au schéma que je voulais vous indiquer. Voilà, le schéma, c'est celui-ci, avec effectivement une entreprise, donc un fournisseur qui va émettre une facture en direction de son client. Et chaque entreprise, eh bien, passe par sa PA. Donc le fournisseur, il va avoir sa plateforme agréée en émission, qui va envoyer la facture à la PA qu'aura désignée l'entreprise, donc acheteuse, en réception. Et donc les PA envoient des informations au portail public et bien sûr se servent également, peuvent consulter et vont consulter l'annuaire pour savoir vraiment que faire de la facture qu'elles auront à émettre.
Voilà, dans les entreprises, vous voyez que l'icône des solutions compatibles sont plus proches des entreprises et c'est effectivement, dans cette optique qu'on va se pencher sur la complémentarité entre solutions compatibles et plateformes, agréées. Donc les solutions compatibles, la plupart du temps, ce sont des solutions de gestion déjà présentes chez vous. Alors comme je l'ai dit, le spectre, peut être large. Elles vont peut-être être plus, être ciblées sur la facture sortante, donc une solution de facturation. Peut-être plus sur la facture entrante, donc avec des workflows, de validation. Peut-être les 2. Donc c'est des solutions que vous connaissez et qui, pour manipuler les factures, vont devoir s'interfacer avec, eh bien, un système, donc dans le cadre d'un système d'échange réglementé, donc avec des plateformes agréées qui, elles, sont des acteurs sur le flux, hein. Donc vous avez le processus d'entreprise d'un côté et puis l'échange d'informations avec tous les contrôles qui vont bien, toute la sécurité qui vont bien, toutes, les problématiques, de changement d'un format vers un autre, qui sont propres aux missions, des, plateformes agréées. Donc si on prend l'exemple d'Hello Digital Office France, donc en tant que solution compatible, on va recevoir les factures et mener le processus métier qui va bien derrière. Les canaux d'entrée, ça va être alors on n'a pas encore, dit les mots, techniques, le flux invoicing, donc ce sont les factures domestiques qui vont circuler en France, donc c'est les formats retenus par l'administration qui sont UBL, C2I et Facturix. L'administration a décidé de maintenir, certains, donc de l'EDI, donc pour peu qu'il effectivement soit accepté, par, les plateformes, agréées, entre elles. Donc je pense le format le plus connu peut-être en France, c'est le format Edifact. Donc ça, c'est également possible selon cette fois-ci, selon les capacités de l'APA que vous aurez retenues, de recevoir donc des factures, EDI hors format. Pareil, selon la présence, et l'ouverture de votre PA, au marché international, vous allez pouvoir recevoir des factures électroniques, directement, par cette, plateforme. L'avantage, bien sûr, d'une facture électronique, c'est que c'est très facile d'extraire les informations, hein. On n'a pas à faire comme on faisait avant et comme on va devoir continuer à faire pour les factures internationales. Je pense aux factures papier, aux factures PDF simples. Sur ce type de document, on doit lancer, alors soit les saisir à la main, ce qui peut être laborieux, soit effectivement lancer ce qu'on appelle un logiciel de LAD, donc lecture automatique de documents, hein. Ça se rapproche maintenant de l'IA, bien sûr. Et donc l'idée, c'est que sur la base d'un tel document, eh bien, toutes les informations soient identifiées en lien avec vos référentiels et de vous épargner la saisie. Donc voici les différents canaux qui pourront, eh bien, heu, aboutir à, réceptionner des factures pour lancer vos processus. Donc, sur la base de notre solution, on a effectivement renforcé, et fait des connexions avec plusieurs, PA et notamment ici, Yopol, pour les flux e-invoicing, les flux cycle de vie, car on échange pas seulement les factures, mais également les informations, de statut. Donc à mesure que votre, facture, progresse dans son, workflow d'approbation et de paiement derrière, eh bien, on va échanger les statuts parce que l'État est aussi, désireux, de savoir, de récolter, ces statuts. Et puis le e-reporting, ça va être les informations sur les factures qui viennent de l'international, mais également sur les données de paiement. Alors, on va maintenant regarder ce qui s'est passé un petit peu les derniers mois et Nicolas va nous partager à la fois donc les tests que Yopol a pu mener sur la partie annuaire, mais également, avant d'en venir là, repositionner le décor en termes de jalons d'ici à septembre 2026. Ah donc ça, c'est les étapes clés, de la réforme française attendue avec les prochains jalons. Donc le premier qui a été passé par les PA, c'est le service annuaire, le service consultation, donc c'est de se connecter. Donc depuis, on inscrit dans l'annuaire français des entreprises, enfin en tout cas on les inscrit pas parce qu'elles sont déjà on les met à jour plutôt. On peut aller consulter, donc il y a un service en ligne, je reviendrai juste après dessus.
Ensuite, on a un 2e test qui a commencé pardon, cette semaine, c'est le service déclaration. Donc là, c'est ce qu'ils appellent le concentrateur, c'est-à-dire le e-reporting. C'est-à-dire qu'on remonte des données, liées à vos factures et eux, ils les traitent, pour les agréger et ensuite ça leur servira pour les déclarations de TVA. Donc là, on a des tests, on a 3 mois pour les faire jusqu'à la fin de l'année, avec un autre test en parallèle qui est le test d'interopérabilité entre les plateformes. Donc là, en fait, on doit se connecter, on doit montrer qu'on est capable d'échanger des factures les uns avec les autres et que ça fonctionne et qu'on a bien les échanges de statuts. Donc c'est important de la réforme française, c'est les cycles de vie et les statuts qui font partie de cette réforme qui sont spécifiques à la France. Ensuite, donc à partir de cette semaine, dès que les tests seront faits, d'ici la fin de l'année, il va y avoir la levée des réserves. Donc aujourd'hui, toutes les PA, on est 111, je reviendrai après juste sur le chiffre, heu, sont sous réserve. Personne n'est immatriculé définitivement, mais rapidement, dans les semaines qui viennent, vous devrez avoir des PA qui ont plus cette réserve, cet astérix, à leur immatriculation. Et ensuite, il y aura les premières obligations à partir de septembre 2026. Donc, je répète, tout le monde doit être en capacité de recevoir des factures, peu importe la taille de l'entreprise, et les grandes entreprises et les ETI devront être en capacité d'émettre. Si vous êtes prêt avant, vous êtes une PME, une TPE, peu importe, vous êtes prêt avant, vous pouvez commencer avant, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce qui n'est pas marqué sur le slide ici, c'est qu'on aura un pilote qui va commencer autour de février prochain, que le service déclaration sera en production. Et donc, en fait, on va pouvoir tester la réforme en avance de phase. Donc, si vous êtes intéressé, faites-vous connaître auprès de votre éditeur, de votre PA, de votre solution compatible, pour participer au pilote. Ça vous permettra, le pilote, attention, c'est des vrais échanges de factures, hein. On parle pas de factures de test, on parle de vraies factures. Donc il faut un fournisseur et un acheteur, pour pouvoir faire ces échanges-là. Voilà les principaux éléments. Il y a une dernière chose très importante, quand vous allez choisir une PA. Je sais que c'est pas simple et que ça participe pas à la clarté de la réforme, mais un rapport d'audit doit être remis par toutes les PA, d'un auditeur externe, tiers, à l'administration publique et ce rapport viendra valider l'audit et l'immatriculation définitive, pardon. Alors ce rapport, il doit être remis effectivement dans une période de 1 an à partir de la levée des réserves. Voilà, donc potentiellement, vous allez avoir des PA qui, dans 1 an, perdront leur immatriculation. Alors, ça, c'est la théorie. De la pratique, normalement, vous travaillez avec l'auditeur et l'auditeur, ça fait un certain nombre de temps qu'il audite les PA. Il y en a plusieurs sur le marché. Ils disent: «Bah, voilà, là, vous êtes pas conforme, il faut rectifier» et cetera. Donc ce sont des échanges, des allers-retours et après ils remettront un rapport à l'administration publique qui tranchera. Tu veux continuer, Mike, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc quelques chiffres maintenant sur l'avancée, où en sont les différentes PA, immatriculées. C'est ce que je disais, donc au début octobre, on était 111 plateformes immatriculées, donc 89 en qualif et 80 en prod. Pourquoi ces différents chiffres? C'est pas grand-chose. C'est juste que les gens certaines viennent PA viennent de nous rejoindre plus tard dans la liste et donc ont pas eu encore le temps, pardon, de compléter tous les tests. Mais ça devrait arriver, vous inquiétez pas. Et on est aujourd'hui 48, peut-être un peu plus, à inscrire des lignes dans l'annuaire, ce que je vous disais, donc l'annuaire qui est ouvert et aujourd'hui 200 000 entreprises ont une adresse de réception dans l'annuaire. Donc c'est déjà pas mal. C'est qu'un début, hein, on parle de autour de 7 millions d'entreprises. Donc on n'y est pas tout à fait, mais ça laisse le temps ça va aller assez vite. Si tu continues, juste voilà, l'annuaire, vous avez l'adresse ici, Aymeric va vous la remettre dans le chat. Et vous pouvez aller voir, c'est l'annuaire qui a été mis en ligne par l'État, c'est celui que nous on voit. La différence entre ce que vous voyez en ligne en cherchant une entreprise, la vôtre d'ailleurs, et ce qu'on voit nous, c'est que nous on voit la plateforme rattachée. Donc vous voyez juste si la ligne est active. Vous voyez ici, on voit que c'est marqué oui, adresse de facturation active. Nous, PA, on voit les autres PA, mais on a bien sûr interdiction d'en faire commerce et de vous donner l'information. Vous voyez juste, voilà, si votre client, il est actif et c'est aussi alors, il faut se méfier, mais certaines personnes l'utilisent pour savoir, qui est concerné par la réforme. Ça peut fonctionner, mais alors sachez que l'annuaire, est pas encore parfaitement, géré par, la DGFiP et il y a quelques écarts, je pense notamment aux SCI qui sont pas dedans et aux professions médicales qui sont manquants et qui sont quand même concernés par la réforme et donc qui vont être rajoutés à l'annuaire. Donc, voilà, si vous recherchez, ça peut être un bon moyen de vérifier, mais il faut pas lui faire confiance à 100 aujourd'hui. Donc j'ai effectivement publié, l'URL dans, le commentaire.
On va revenir à vos questions. Il y a eu des questions qui sont posées que j'ai placées en favori, donc on y reviendra en fin de session. Nicolas, je te propose d'aller à la partie qui concerne l'actualité justement réglementaire et les perspectives. Voilà, donc le premier point qui concerne tout le monde, c'est l'avancement des travaux législatifs. Donc là, bah, bon, on a un nouveau gouvernement, on va voir ce que ça va donner. S'il va tenir, mais en tout cas, le projet de loi de finances est sorti. Donc avant le projet de loi de finances, ce qu'il y a eu, c'est le projet d'article au Conseil d'État, c'était le 9 septembre, ça avait été validé et ensuite il y a eu la présentation à l'écosystème. Donc l'écosystème, c'est qui? Ce sont les éditeurs de logiciels, les PA, les solutions compatibles et ainsi de suite, les experts comptables, le 12 septembre. Donc là, ce qui reste en suspens, donc bah, alors effectivement, c'est plus à jour, je l'ai pas remis à jour, mais la première étape ça a été transmise puisqu'on a le PLF. Vous pouvez le retrouver sur Internet, il est disponible. Il y a toute une partie sur la réforme de la facturation électronique. Et ensuite, la prochaine étape, une fois que le projet de loi de finances sera voté par l'Assemblée, avec amendement ou pas, ce sera le décret en Conseil d'État et l'arrêté au premier semestre. Alors aujourd'hui, ça existe déjà, il y a déjà un décret et un arrêté. Faites attention, si vous allez les chercher, vous baser dessus, ils sont pas du tout à jour. Et donc vous voyez dans le PLF que justement, il y a plein de corrections sur les termes, sur le fait qu'il y avait encore le portail public de facturation gratuit, sur tout ça. Donc voilà. Ça peut servir de base, mais ça ne doit pas être votre seule base. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites et qui n'ont pas été encore retranscrites dans la loi. Je t'en prie, Mike. Voilà. Le sujet suivant qui vous concerne certainement, c'est Chorus Pro. Donc, vous savez, Chorus Pro, c'est la plateforme depuis une dizaine d'années, ou un poil moins, du secteur public. Donc, ils viennent de confirmer que Chorus Pro serait la plateforme d'échange du B2J et du J2J et du J2B. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont servir d'émetteurs aussi. Donc, ça faisait plateforme de réception et ça devenait une plateforme d'émission de les échanges J2B. C'est-à-dire que si vous travaillez avec le secteur public et que c'est eux qui vous envoient une facture, eh ben, Chorus Pro agira comme une PA pour le compte du secteur public. Donc après, bon, le détail, ils vont maintenir les canaux, les formats, et en émission, ils fonctionneront avec seulement deux formats qui sont l'UBL et le FactureX. Voilà. Donc, autre modification, enfin pour les principales en tout cas. Voilà, donc il y en a plusieurs, donc on l'a déjà dit, l'abandon du portail public qui va être acté. Ensuite, il y a la réécriture pardon, de l'article 290 pour les opérations qui rentrent dans le champ du e-reporting. Donc l'article 290 du Code général des impôts, bien sûr. Donc en gros, ils ont précisé et ils ont retenu quatre catégories, quatre parties pour structurer les opérations qui rentrent dans le champ du e-reporting. Donc il y a toutes les opérations réalisées au profit d'une personne assujettie, toutes les opérations réalisées au profit d'une personne non assujettie, donc B2C, l'acquisition de biens ou de prestations de services réalisées auprès d'une personne assujettie. Donc, bah, vous achetez quelque chose à l'étranger, en fait, c'est l'international, hein, et il faut le déclarer. Et ensuite, il y a les diverses autres opérations et tout ce qui concerne notamment ce qui a trait avec Monaco. Euh, voilà. Il y a aussi l'élargissement du champ de l'article 290A par rapport au e-reporting pardon, de paiement. Donc là, c'était juste d'élargir pour que toutes les opérations rentrent dedans, qu'on ait à l'encaissement. Il y en a encore une, enfin qu'on ait à la TVA à l'encaissement, bien sûr, parce que TVA sur les DB n'est pas concerné. Il y en a une catégorie qui est manquante, c'est les opérations agricoles. Donc ça, ils se laissent le temps, c'est un peu plus complexe, donc ils se laissent le temps d'y revenir. Et enfin, ils ont fait quelque chose qui participe au fait que ça va aider un peu tout le monde et ça va aller dans le sens de simplification, c'est la suppression de l'obligation de transmettre les données de ligne pour le e-reporting international entrant. Donc j'explique concrètement, vous achetez un bien à l'étranger, vous recevez une facture de votre fournisseur à l'étranger, vous avez des lignes. Je sais pas, vous avez acheté du matériel agricole, on parlait de ça, vous avez acheté d'autres produits, vous avez des lignes, et avec chaque ligne avec son prix unitaire, prix hors taxe, avec TVA, le taux de TVA, etc. S'il y a de la TVA, intracom. Et donc là, au début, vous voulez avoir les lignes, et c'est assez complexe parce que si vous recevez un PDF, vous faites de l'OCR, la qualité des données que vous allez OCRiser, elle n'est pas forcément là. Donc au début, ils voulaient ces lignes, aujourd'hui, ils ne les veulent plus, c'est trop complexe. Donc on y reviendra peut-être certainement plus tard. Mais là-dessus, ils ont fait le choix de simplifier. Voilà, maintenant, autre nouveauté, donc les sanctions qui ont été revues à la hausse.
Ouais, alors là-dessus, ça participe au fait qu'ils veulent effectivement que les gens passent à la facturation électronique et je vous expliquerai pourquoi ils ont besoin que tout le monde passe à la facturation électronique, en vue de la réforme européenne derrière. Donc la première sanction, aussi bien pour la l'assujetti et sa plateforme, ça passe de 15 à 50 € par facture. Donc si la facture elle est pas bonne, si la transmission des données n'est pas fait pour la plateforme, bah, voilà, on passe à 50 € par facture. Et une autre, forte augmentation enfin, un montant qui double, c'est passé de 250 à 500 € par absence de transmission des données de transaction et de paiement par l'assujetti. Si vous ne transmettez pas vos données à votre plateforme, voilà, ou à personne, vous risquez jusqu'à 500 € d'amende par absence de transmission. Bien sûr, vous inquiétez pas, les PA, on est concerné, on a une augmentation maximum des amendes qui passent à 100 000 € par an. Et enfin, pour accélérer le fait que tout le monde passe à la réforme, ils veulent mettre des amendes pour les gens qui n'ont pas choisi de plateforme de réception pour le 1er septembre prochain. Donc il y aura une première amende de 500 € après une mise en demeure de s'y conformer dans les 3 mois. Et ensuite, si vous ne le faites toujours pas, il y aura 1 000 € par trimestre. Donc alors quand on est une grosse société, ça peut aller, et on n'a pas intérêt, puisqu'on ne recevra plus de facture, mais une petite société, ça peut vite chiffrer à 4 000 €, sur une année, 4 500 € sur une année. Alors, pourquoi ils font ça? C'est juste pour forcer les gens, et si vous dites: «Je vais passer à travers les mailles du filet», non, c'est pas vrai. Vous n'y passerez pas parce que en fait, la mise en demeure, elle va venir, elle va être assez automatisée. C'est-à-dire qu'ils ont prévu un code, en fait, moi, je crée une facture pour le compte de mon client. Je dois l'envoyer au destinataire. Le destinataire n'a pas de PA, n'a pas de plateforme dans l'annuaire. Donc moi, on va lui transmettre par mail. Par contre, on a un code spécifique qui sert à définir que la personne n'a pas de plateforme en réception et donc vous pouvez être sûr que l'administration va utiliser ces données-là, puisqu'on doit leur transmettre dans les 24 heures, pour, aller voir les entreprises qui ont pas fait un choix de plateforme. Donc voilà, il y aura personne qui va passer à travers la maille du filet. Ils ont juste prévu quand même, rassurez-vous, une petite période de 3 mois, de délai. Si vous n'êtes pas en ordre de marche au 1er septembre, ils vous mettront pas d'amende dans les 3 mois qui suivent. Mais après, on y viendra. J'en profite du coup, Nicolas, pour te poser une question qui est sur cette thématique, donc que nous a posée, Jean-François. Comment savoir si une entreprise n'est pas soumise à la RFE sur l'annuaire? C'est-à-dire qu'au moment où je forme ma facture, bah, comment je sais qu'elle va, enfin voilà, par quel biais je dois, l'envoyer en fait? Bah, si elle est pas soumise, c'est ça, hein, la question? Oui, oui. Et bah, de ce cas-là, vous continuez à faire comme avant, il n'y a pas de règle. Si l'entreprise n'est pas soumise à la RFE, Mais comment tu sais, tu as cette et bah, information? en fait, vous cherchez dans l'annuaire via votre PA, hem OK. et si vous trouvez personne, c'est-à-dire que la personne n'est pas soumise. Et donc à partir de ce moment-là, vous lui communiquez autrement, mais tous les gens, déjà, par exemple, toutes les associations sont pas soumises à la réforme. Mmh. Toutes les professions médicalisées dans le cas d'actes médicaux, et pas d'actes de soins, voilà, on parle de vrais actes médicaux et pas ne sont pas concernés. Enfin voilà, il y a quand même un certain nombre d'opérations qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Après il faut aller voir aussi sur le site, des impôts, il y a un FAQ qui liste un petit peu, normalement les différentes grandes catégories et au fur et à mesure d'ici voilà, il nous reste un an, d'ici l'année prochaine, on aura un annuaire, très au point, pour savoir qui est concerné, qui n'est pas concerné. Et donc votre PA, si vous cherchez en fait, vous allez comment ça va se passer concrètement demain? En fait, vous allez avoir une nouvelle information sur le destinataire. Donc c'est une adresse électronique, ce qu'on appelle une adresse électronique, donc c'est une suite de codes. Donc c'est ça qu'il faut ajouter à la facture. Ça, c'est votre éditeur de logiciel ou votre PA qui va vous fournir l'information. Vous allez rechercher la première fois, OK, bah, mon client, hello, voilà et son adresse est celle-ci, donc je vais l'enregistrer dans mon référentiel. Et à chaque fois que je vais lui émettre une facture, on va rajouter enfin, automatiquement, mon logiciel va rajouter cette information. C'est comme ça que ça va fonctionner, sur la facture. Donc si vous le trouvez pas, bah, c'est que la personne n'est pas concernée par la réforme ou en tout cas, si ça se trouve, la personne n'a pas de plateforme de réception. Donc là, c'est un autre cas de figure, c'est le cas de l'amende là. Mais dans ce cas-là, votre PA vous remontera un code différent. C'est-à-dire que je vais pas vous dire: «Je le trouve pas», je vais vous dire: «Je le trouve, mais il a pas de plateforme». Donc on peut pas lui envoyer la facture. OK, très bien. Hem, il y a encore plusieurs autres modifications, bien sûr, là, on a vraiment, résumé. L'important effectivement, c'est, ben, le sens global, dans lequel, elles vont, quoi.
Voilà, ils ont compris le grand mot d'ordre demandé par tout le monde, c'est de la simplification et de la tolérance. Donc pourquoi? C'est parce qu'on est à moins d'un an de la réforme et qu'il faut qu'on puisse avancer sereinement et qu'on ait des solutions que les clients puissent tester, mettre en place et être sûr que ça fonctionne au 1er septembre. Donc la première étape de simplification, c'est de la suppression de transmettre le nombre de transactions en B2C. Donc c'est assez complexe, vous avez un logiciel de caisse, si vous avez des annulations et cetera, vous transformez un ticket en facture, c'est assez complexe. Donc ça, ils ont supprimé, il n'y aura plus le nombre de transactions à transmettre. Ensuite, je l'ai déjà dit, supprimer les données à la ligne sur l'e-reporting. Le dernier point, je pense qui est assez clé sur la première partie, c'est que l'administration fiscale s'est engagée à ne pas ajouter de nouvelles données d'ici la mise en place de la réforme. Donc là, on a 2 ans où on est tranquille, c'est-à-dire qu'on sait exactement les données qu'ils veulent. Alors il y a des choses qui vont changer de la façon technique de les transmettre, ça c'est pas très grave. Mais en tout cas, on sait les données qu'ils veulent et vous pouvez déjà vous y préparer en voyant avec vos éditeurs de logiciels. Enfin, il y a de la simplification juridique. Donc, je suppose que vous connaissez tous les déclarations de TVA, même à blanc, même si on n'a rien, il faut quand même faire une déclaration en blanc. Là, pour les reporting, ils attendent pas de déclaration. Ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on n'enverra pas des flux vides. Ils vont exclure du périmètre certaines factures comportant uniquement une TVA étrangère et la dernière, enfin les 2 derniers points, c'est des tolérances, c'est sur le calcul, en e-reporting sur la TVA sur la marge, c'est toujours assez complexe. Il y en a pas exactement tous les mêmes calculs. Donc ça, ils ont de la tolérance et enfin, les entités ne figurant pas dans l'annuaire pour des raisons techniques, donc notamment vous créez une nouvelle société, vous ne serez pas dans l'annuaire tout de suite. Donc là, vous pourrez envoyer la facture, en mode, email, au début. Vous avez aussi des sociétés un peu particulières qui sont à moitié des sociétés de recherche, dans le secteur médical. Donc ils ont pas forcément de sirène, c'est un peu particulier, même s'ils sont concernés. Donc là, oui, il y a de la tolérance là-dessus et ils ne tomberont pas sur les gens pour ces parties-là. Ils savent qu'on va devoir ajuster ça à la marge au fur et à mesure, de l'avancée de la réforme. OK, très bien. On va se projeter maintenant dans les minutes qui nous restent, sur, les, prochaines années et sur notamment au niveau, européen. Alors c'est ce que je disais, donc on a parlé de PayPal et on parlait de pourquoi la France passe à la facture électronique. C'est la même chose que tous les autres pays européens, c'est qu'il y a une réforme européenne qui va venir. Donc là, sur les premiers pays les plus avancés, c'est le pays limitrophe. Alors il y a l'Italie, l'Italie est en avance sur tout le monde, alors ils ont un système centralisé, ils vont devoir changer, d'ici entre 2030 et 2035. Mais là, il y a la Belgique qui passe au 1er janvier prochain. Donc si vous avez des clients en Belgique ou si vous avez des sociétés en Belgique, vous êtes concernés. Et vous avez d'autres pays qui ne rendent pas ça obligatoire, mais qui suivent assez fortement le mouvement, ce sont Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne. Alors le Luxembourg et le Pays-Bas, ils choisissent PayPal, pour des raisons de simplicité et de questions pratiques. Mais il y a pas d'obligation, mais les sociétés y passent. Et l'Allemagne a choisi de légiférer différemment de nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de se baser sur, le format de la facture, c'est-à-dire que le format doit respecter la norme européenne EN 16931. Donc c'est une norme commune qui dit, bah, voilà, telle information est égale à telle balise. Comme ça, qu'on crée des fichiers structurés, on sait à quoi ça correspond et peu importe la langue, ça va pas impacter, ce que vous avez dans le champ. Donc l'Allemagne, pour l'instant, n'a pas légiféré sur les canaux. Donc vous pouvez avoir une facture structurée et l'envoyer en pigeon voyageur. C'est l'exemple que je prends, c'est un peu idiot comme exemple, mais c'est un petit peu le cas de figure aujourd'hui. Mais bon, ils réfléchissent, il y a du lobbying, il y a des discussions avec les ministères là-bas et ils devraient, ajouter, des éléments, par la suite. Alors c'est toujours un peu plus compliqué en Allemagne puisqu'il y a des Länder. Donc si c'est sur le marché allemand, vous devez certainement connaître ça, donc ça prend un peu plus de temps. Et ensuite, si tu vas sur la suite, s'il te plaît, Aymeric. Voilà, donc je parlais de la réforme européenne qui arrive. C'est celle-là, VIDA, donc ça veut dire la TVA à l'ère digitale, en fait. C'est juste ça, c'est donc pour avoir de la déclaration sur la TVA intracommunautaire. Vous avez certainement entendu parler de la fraude à la taxe carbone, il y a 15 ou 20 ans. Donc là, ils veulent des déclarations numériques de TVA avec du reporting en temps réel. Donc là, il y a déjà des tests en cours, en fait. Voilà, c'est pour ça que les pays européens passent tous à la facture électronique. Donc là, je vais donner quelques exemples de pays, mais les 27 vont y passer. Et d'autres pays, par exemple, si vous faites du business au UK, les UK suivent quand même le mouvement. Ils sont en pleine consultation, donc ils ont choisi de faire différemment de la France pour l'instant. Ils sont en consultation pour avoir des informations des fournisseurs comme nous ou des clients, voilà, sur les côtés pratiques, sur ce qu'ils veulent et sur ce qu'ils ont besoin de faire. Et ils vont y passer par la suite.
Donc voilà, l'Irlande vient d'annoncer une loi, des pays de l'Est comme la Pologne, ils passent, si je dis pas de bêtises, au 1er février, 1er avril prochain, et ainsi de suite. Donc vous serez concernés. L'avantage pour vous, il y a quand même un avantage de tout ça, c'est que, bah, ça va raccourcir les délais de paiement, les échanges de statut. Les gens ne pourront pas vous dire: «J'ai pas reçu les factures, je sais pas de quoi tu me parles». Non, il y a des traces, il y aura des preuves. Et ensuite, que tout le monde sera passé à la facture européenne, comme on se base sur cette même norme ici, EN 16931, l'avantage, c'est que pour traiter les factures internationales, vous aurez plus besoin d'OCR, ou moins besoin d'OCR en tout cas, puisque vous aurez toutes les informations dans des fichiers structurés, donc ça va faciliter la lecture et la reconnaissance à 100 par les logiciels. OK. Eh ben, merci, pour ces éléments, pour d'avoir illustré, cette tendance, européenne. Nous sommes arrivés au bout de 40 minutes, et bien, au terme de notre présentation. Donc, merci, d'y avoir assisté. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse que vous voyez ici, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit. Je vais revenir sur des questions. Alors, vous pouvez encore poser des questions, en live. Une question, que nous a adressée, Nadia. «Bonjour, ces statuts», donc elle parlait des statuts de cycle de vie, j'imagine, «seront à renseigner sur la PA ou dans notre logiciel?» Alors, toute la question, est, qu'est en mesure de réaliser aujourd'hui votre logiciel? Donc effectivement, c'est une question qu'il faudrait, donc adresser à votre éditeur. Dans la logique de ce qu'on présente ici, donc c'est-à-dire avec un volume tout de même assez conséquent de factures, eh bien, on imagine que c'est la solution compatible, effectivement, dont c'est le travail de communiquer ces statuts. Sachant que tous les statuts ne sont pas obligatoires. Donc, à minima, vous êtes tenu de communiquer les statuts si vous refusez la facture. Donc ça, c'est en réception. Et en émission, enfin donc si vous êtes le fournisseur, vous devrez envoyer le statut comme quoi effectivement le paiement a été reçu. L'encaissement, alors l'encaissement, c'est que sur la TVA, que vous êtes sur la TVA à l'encaissement et sur les prestations de services. Sinon, il y a pas besoin pour eux, ils savent, voilà, ils ont l'info. Et aussi l'émission de la facture. Mais ça, c'est automatisé, hein, vous inquiétez pas, c'est vos logiciels qui vont le faire automatiquement, et qui vont transmettre, la Mmh. facture à l'État. C'est-à-dire que moi, j'envoie la facture à votre destinataire, donc à l'acheteur, et dans les 24 heures, je dois transmettre la facture enfin, en tout cas, une partie des données, pas l'entièreté de la facture, à l'État. Mais ça, c'est obligatoire par toutes les PA, donc ils sauront toutes le faire. Ce qui est important, c'est vraiment de voir avec votre logiciel, enfin, votre solution compatible, donc votre éditeur de logiciel métier. Comment il compte se conformer? Est-ce qu'il passe par une PA? Est-ce qu'il le fait lui-même? Parce que certaines solutions compatibles deviennent, leur propre PA, c'est possible. Et donc, vous voyez avec eux. Et donc notamment, ils vont vous dire, ils savent tout ça, ils connaissent déjà le sujet, on en discute, enfin, aujourd'hui, voilà, nous, on a créé la société il y a 3 ans, on travaille avec une cinquantaine d'éditeurs de logiciels. Donc ils sont au courant de tout ça, ils sont tous en train de travailler sur le sujet, pour faire ce qui est normalisé et donc ce dont vous aurez besoin demain. Donc voilà, c'est la première étape que vous cartographiez vos besoins par rapport à la réforme, c'est de discuter avec votre éditeur. Cherchez pas forcément à changer d'éditeur. Vous avez pas forcément d'ailleurs le temps, parce que c'est plutôt des projets long terme, mais voilà, commencez par, de ce côté-là. Très bien. Alors il y avait deux autres questions. La première donc, de la part, d'un acteur, qui, évolue en Afrique, donc en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as connaissance de choses sur le marché africain en termes de factures électroniques? Alors je connais pas enfin la réforme ivoirienne, j'en ai entendu parler, mais je la connais pas. Je pourrais me renseigner si vous le souhaitez. Je sais qu'il y a d'autres pays qui y passent, il y a notamment le Maroc, la Tunisie, et d'autres pays qui ont annoncé qu'ils voulaient suivre. Le Sénégal est en réflexion aussi. Voilà, donc j'irai me renseigner et on vous transmettra l'information, mais effectivement, c'est une réforme de facturation électronique, vous risquez de retrouver la même chose que ce qu'on a en Europe. Peut-être des fois un petit peu différent, mais c'est sensiblement les mêmes choses, donc normalement, passer d'un pays ou dans un autre, ça se ressemble, c'est pas un gros travail et c'est plutôt des plateformes ou des points d'accès communs qui faisons ce travail, pour les éditeurs de logiciels. Voilà, dernière question à laquelle malheureusement on va pas pouvoir vraiment de vous donner la réponse, que vous C'est attendez. si
euh, Vas-y, je te laisse faire la voilà, puisque vous nous interrogez, donc en exposant votre situation, sur la plateforme que nous vous conseillerions. Ouais, on ne peut que vous dire effectivement, alors selon votre cas, il n'y a pas de réponse toute faite, hein. On peut pas vous dire, ça On dépend peut pas déjà. vous conseiller sur une plateforme, voilà, regardez, mais par contre, je peux dire que je travaille avec Henri, donc je sais qu'ils vont devenir compatibles, pour la réforme et qu'ils font le nécessaire. Ah bah, c'est intéressant. OK, Voilà. très bien. Eh ben, parfait. Merci à toutes et à tous. On doit, rendre l'antenne puisqu'il est, 10h45. Heu, Ce webinaire reste disponible sur, la chaîne Webikeo de Hello Digital Office France. N'hésitez pas bien sûr à suivre cette chaîne pour voir de prochains webinaires. Nicolas, je te remercie pour ta participation. Donc c'était Avec grand donc plaisir, Yopol, plateforme agréée qui était avec nous. grand merci à toi Aymeric et à l'équipe Hello et au plaisir si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire suivre à Hello et en vous souhaitant une bonne journée. À très bientôt, bonne journée, au revoir.